est lancé. Je vous souhaite bien sûr à tous la bienvenue pour cet échange autour de la présentation du groupement d'employeurs, hein. Donc, on va échanger sur des questions liées à la professionnalisation, hein. Donc, quand je parle de professionnalisation, je parle à la fois d'emploi et de formation. Et c'est donc l'association des deux qui font la professionnalisation, et principalement dans le secteur du tourisme. Alors, je propose déjà un petit tour de table par rapport aux participants. Donc, comme j'ai la main, je vais déjà me présenter, puis après je vais vous laisser vous présenter. Donc, moi, je suis Max Tudesca, je suis directeur de l'emploi au sein du groupe Profession Sport Loisirs, et j'ai en charge le développement et la gestion de 6 groupements d'employeurs au sein de cette structure, dont un dédié d'une manière générale au secteur du sport, de l'animation et des loisirs et du tourisme. Donc voilà. Qui prend le relais? Écoutez, moi, je veux bien. Catherine Buatier, je suis au service évolution des compétences et mutations économiques de l'ADRETS, donc en charge de tout ce qui touche au développement des compétences, donc des enjeux de formation. Les GEC, les groupements d'employeurs font aussi partie de nos attributions dans le service. Alors, juste parce que là, on a eu des petits soucis, nous, la semaine dernière, d'Internet, tout ça. Je suis un peu en retard, j'avoue. J'ai répondu à votre invitation très tardivement. Et effectivement, il y a des messages que je n'ai pas dû encore complètement lire. Et je voulais savoir finalement comment vous nous avez trouvés et pourquoi cette réunion, parce qu'effectivement, nous à l'ADRETS, on a signé un EDEC tourisme sur lequel s'appuie également l'AREFE de la région. Et effectivement, dans ce cadre, on avait repéré un certain nombre d'acteurs aussi à associer à nos travaux. Donc, je ne sais pas si toutefois vous avez été contacté par nos partenaires de l'EDEC, et est-ce que c'est comme ça que vous êtes venus à notre rencontre? Voilà. C'était pour resituer un peu le contexte de la réunion de ce matin. Voilà. Alors, je ne sais pas comment on a pu vous contacter par rapport à cette invitation, parce que je ne m'en suis pas occupé des invitations, pour tout vous dire. Je sais que nous, on a eu une demande de France Travail pour justement évoquer ce sujet de l'intérêt des groupements d'employeurs dans le secteur touristique, parce qu'il leur semblait à leur niveau important et pertinent de pouvoir évoquer le sujet auprès d'opérateurs touristiques qui ont de grosses difficultés à recruter euh, au niveau de leur structure. Donc voilà, alors après, je ne sais pas si vous êtes dans le réseau de France Travail ou pas. C'est peut-être par ce biais-là que vous avez eu l'invitation, mais je ne pourrais pas vous dire franchement précisément. D'accord, ok. Est-ce que vous faites ces visios sur d'autres régions éventuellement, ou c'est exclusivement la BFC? Non, non, là, c'est vraiment sur la région Bourgogne-Franche-Comté. D'accord. Voilà, et c'est la première fois qu'on est à l'initiative de ce rendez-vous, qu'on avait initialement proposé à l'UNAT. Je ne sais pas si vous connaissez l'UNAT, hein, l'Union nationale des associations touristiques, voilà, qui recense un peu plus de 90 adhérents en Bourgogne-Franche-Comté. Et ça n'a pas pu se faire. Et donc, il y a eu une demande de France Travail qui nous a dit, bah, même si l'UNAT ne se positionne pas, nous, on est intéressés. Et voilà, donc, ils souhaitaient D'accord. qu'on Bah, évoque le sujet. Voilà, écoutez, effectivement, je pense qu'il y a sans doute des interlocuteurs certainement, oui. qu'on a croisés. Oui, oui, France Travail, Ouais. on bosse avec eux. L'EDEC, forcément, on bosse avec l'OPCO et Madame Delacour, qui s'est peut-être même invitée à une réunion sur une étude de faisabilité d'un groupement d'employeurs, voilà, dernièrement, moi, auquel je n'ai pas pu participer. Je ne sais plus si c'était dans la Nièvre, c'était peut-être bien dans la Nièvre. Voilà. Enfin bref. Mais voilà, c'était un peu pour resituer le contexte, parce qu'effectivement, les noms de Julie Anderlin et vous-même, Vous vous ne vous connaissez pas, vous connaissez ne pas connaissez encore. pas. D'accord. Voilà. Mm. Très bien. Donc le Jérôme? petit tour de table est Ouais, pas inutile, hein, loin de là. oui, vous avez raison. Jérôme, on vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à vous. Bien, merci en tout cas de l'invitation. Donc, Jérôme Fréburgère, je travaille au comité départemental du tourisme du Doubs. Donc, nous sommes une association qui en fait est en charge de mettre en œuvre la politique touristique départementale.
au sein des missions en particulier qui m'incombent. Donc, j'ai celle de l'animation de ce qu'on appelle le relais territorial. C'est en fait l'animation du réseau des offices de tourisme du Doubs. Il y a 10 entités dans le département du Doubs, voilà, identifiées. Et donc, je suis leur référent et animateur. C'est vrai que, alors je ne sais pas comment Julie Anderlin a trouvé également mes coordonnées, en tout cas c'est très bien qu'elle les ait trouvées. Et moi cette thématique m'intéresse fortement puisqu'on a, le réseau des offices de tourisme représente à peu près une soixantaine de salariés permanents. Hein, je ne compte pas les saisonniers qui viennent renforcer les équipes sur juillet, août ou également l'hiver pour les stations notamment de Métabier. En tout cas, force est de constater que il y a un vrai turnover identifié dans de nombreux offices de tourisme et par ailleurs une vraie difficulté pour les responsables de recruter pour diverses raisons. En tout cas, je dirais que en ayant également des contacts avec la région Bourgogne-Franche-Comté, l'entité qui s'appelle la Mascotte, c'est le réseau des offices de tourisme à l'échelle Bourgogne-Franche-Comté. Le département du Doubs est un des départements les plus frappés, touchés par cette problématique de turnover et de recrues qui n'arrivent pas à être trouvées, si je puis dire. Voilà, donc c'est pour ça que j'étais présent ce matin. Voilà. Très bien, merci Jérôme. Valérie? Oui, alors bonjour à tous. Donc moi je travaille à l'Office de tourisme de Besançon, de Grand Besançon, depuis à peu près 1 an. Donc notre direction est en cours de recrutement. Donc je prends le relais pour tout ce qui est partie RH, suivi du personnel et on fait du recrutement aussi. Nous avons cette année recruté une personne en accueil à l'accueil pour les séjours. Donc, du coup, ça s'est très, très bien passé. Par contre, on a eu énormément d'offres et des offres vraiment très intéressantes. On a même eu du mal à choisir. Pour la direction qui a été recrutée, pareil, nous avons eu de très belles offres, des profils vraiment super intéressants. Et pareil, il a fallu faire un choix pas facile. Mais voilà, donc le recrutement reste à l'actualité. Nous recherchons surtout dans l'alternance maintenant pour renforcer nos équipes. Et du coup, on reste bien ouvert à tout ce qui peut se présenter comme profil. Et on s'occupe aussi de nos adhérents. Nous avons beaucoup d'adhérents qui travaillent dans la restauration ou dans l'hébergement qui, eux, ont des difficultés à recruter. Donc, si on peut leur apporter aussi un soutien à ce niveau-là, ce serait pas mal. Ok, très bien. En tout cas, merci de vous être présenté et puis d'expliquer un petit peu le contexte dans lequel vous êtes par rapport à la thématique du jour. Donc, ce que je me propose, c'est de vous présenter donc, en utilisant un support que je vais vous partager. Je pense que tout le monde voit mon écran. Oui. Voilà, on va démarrer par le début. Alors, si tout le monde voit mon écran. Bon, oui. Pardon. Je vais supprimer. Voilà. Alors, donc voilà, donc la thématique, comme je le disais, hein, on est sur une question liée à l'emploi et on cible en particulier les acteurs du tourisme dans la région de Bourgogne-Franche-Comté. Alors avant d'entamer le sujet, vous expliquer qui on est. Donc le groupe PSL, le groupe Profession Sport Loisirs, est déployé sur 3 départements, principalement d'un point de vue opérationnel, le Doubs, le territoire de Belfort et la Haute-Saône. Et nous sommes un acteur de l'emploi, donc à faciliter toutes les questions autour de la professionnalisation via des groupements d'employeurs depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Et cette action du groupe PSL s'inscrit dans le cadre d'une enseigne qu'on appelle Prêt pour l'emploi. Donc alors le groupement d'employeurs, qu'est-ce que c'est? C'est une réponse légale et favorable à la notion de mutualisation, puisque l'intérêt d'un groupement d'employeurs, c'est pas uniquement de porter des emplois, mais c'est d'envisager des emplois partagés. Donc ça permet à plusieurs structures de bénéficier d'un même salarié à des moments différents. Donc l'intérêt de ce dispositif-là, c'est de consolider des emplois et d'emmener des salariés vers le plein emploi.
et de sortir un petit peu de l'emploi partiel, on va dire, et de permettre à des gens de vivre de l'emploi, du plein emploi, et de vivre décemment donc, de la question de l'emploi. Et enfin, le groupement d'employeurs, donc il met à disposition auprès d'adhérents, et ces adhérents, eux, ils ont une seule mission, c'est de manager au quotidien le salarié qui est mis à disposition par le groupement d'employeurs. Ah, hop, c'est la prochaine. Alors, comment ça marche tout ça? Donc, on est sur une forme de triptyque, hein. Vous avez le groupement d'employeurs, voilà, ici, sous l'enseigne Prêt pour l'emploi, qui va recruter un salarié sous l'égide d'un contrat de travail. Et ce salarié-là, il va être mis à disposition d'un adhérent ou de plusieurs adhérents. Et ces adhérents vont être reliés par le groupement d'employeurs de manière contractuelle par le biais d'une convention de mise à disposition. Donc voilà, on est dans une organisation triptyque entre le groupement d'employeurs, le salarié, le ou les adhérents. Donc globalement, la mission du groupement d'employeurs, c'est de recruter un salarié, donc c'est de mettre en place une annonce, de trouver des candidats qui vont correspondre au mieux à la fiche de poste qui correspond aux besoins des adhérents qui auraient formulé une demande, un besoin dans un secteur précis. Là, pour le coup, sur la question qui est liée au niveau du secteur du tourisme. Le groupement d'employeurs, en tant qu'employeur, donc, il réalise toutes les actions qui sont liées aux obligations d'un employeur, hein, donc il va faire le suivi social du salarié, hein, il va lui faire un contrat de travail, il va lui éditer un bulletin de salaire, et puis il va gérer socialement les heures du salarié qu'il aura déclaré, il va gérer aussi ses absences, il va gérer aussi ses besoins en formation, si toutefois il y a besoin de former le salarié pour qu'il corresponde bien à la fiche de poste. Voilà, il va assurer aussi une veille juridique, hein, en tant qu'employeur, et puis il va aussi apporter un accompagnement et du conseil aux adhérents qui vont bénéficier de la mise à disposition. Le salarié, lui, bon, ben, sa mission, ça va être de déclarer ses heures et puis occasionnellement ses absences, hein, notamment ses congés, quand il aura besoin de poser des congés. Voilà. Ou aussi, on pourrait rajouter, il peut aussi formuler ses besoins en formation si il sent qu'il a besoin ou une carence par rapport aux missions qui lui sont confiées par les adhérents. Et enfin, les adhérents, eux, ils déterminent le besoin. Voilà. Ils managent au quotidien donc, le salarié. Voilà. Et puis, régulièrement, ils font remonter au groupement d'employeurs les heures réalisées, hein, puisque les adhérents vont être facturés par le groupement d'employeurs en fonction du volume d'heures que le salarié va réaliser au sein de leur structure. Voilà. Et puis aussi, il va faire remonter les autorisations de demande d'absence, puisque quand un salarié qui est mis à disposition d'un adhérent souhaite être en congé, poser des congés, il en discute déjà avec son adhérent. Et puis après, hop, une fois qu'ils sont d'accord, ils font remonter la demande de congé au groupement d'employeurs qui va lui activer ses congés. Donc voilà, donc on est sur une relation triptyque avec chacun est dans son rôle. Alors, économiquement, comment ça s'organise, hein, donc, il y a un coût de mise à disposition, donc le nombre d'heures souhaitées par l'adhérent, les missions confiées aux salariés, le salaire brut chargé convenu, tenant compte donc des minima et des coûts sociaux de la convention, puisque à partir du moment où le groupement d'employeurs embauche un salarié et qu'il le met à disposition d'un adhérent, il le fait sous l'égide d'une convention collective, hein. Alors pour ce qui nous concerne, on est sur la convention collective des métiers de l'animation, hein, voilà, qui est très, très intéressante et relativement pertinente par rapport au secteur du tourisme, puisqu'elle permet la modulation du temps de travail, voilà, et notamment, elle prend en compte aussi les heures de nuit. Voilà, donc elle est très, très adaptable au secteur du tourisme. Voilà. On va facturer les frais annexes éventuels, hein, donc de déplacement ou de repas, si toutefois l'adhérent prévoit la possibilité aux salariés, et c'est souvent le cas dans le secteur du tourisme, de pouvoir soit dormir sur place, soit de manger sur place, voilà, ou de quelques déplacements si l'opérateur est sur plusieurs sites. Donc on peut s'adapter à ça sans aucun problème.
On peut également aussi, en tant qu'employeur, mobiliser les aides à l'emploi, qui est très important, notamment dans le secteur associatif, hein. On dispose de dispositifs, et puis en fonction de la personne qu'on recrute, on peut voir avec France Travail pour voir si on peut mobiliser des aides spécifiques pour faciliter les recrutements. Voilà. Et puis on peut également aller chercher les aides qui sont mobilisables autour de la formation. Et enfin, on va facturer également les frais de gestion du GE, hein, puisque en tant qu'employeur, c'est nous qui allons assurer le travail, du sourcing, du portage dans tout ce qui incombe à un employeur, de la gestion sociale, hein, les bulletins de salaire, etc. Donc, ça génère des frais de gestion. Donc, vous avez un petit exemple en bas, hein, qui résume un petit peu tout ça. Donc, on va facturer le salaire brut chargé, donc avec toutes les charges de la personne qui est mise à disposition. Donc, si on prend l'exemple sur un poste équivalent SMIG, donc ça va coûter à peu près 24 000 € par an. On va y rajouter nos frais de gestion qui sont de 240 € mensuels, hein. C'est une charge qui est invariable, donc c'est forfaitaire. Voilà, ça représente 2 880 € par an. Voilà, ce qui fait un total de plus de 26 000 €. Et c'est donc ce qui va être facturé à l'adhérent ou aux adhérents. Et ce montant-là, si c'est plusieurs adhérents, est proratisé par rapport au volume d'heures que chacun utilise. Et si toutefois on arrive à mobiliser des aides sur un poste, sur ce poste-là, et bien évidemment qu'on va défalquer ces aides sur la facture qu'on va proposer à nos adhérents. Hein, donc c'est eux, en quelque sorte, qui vont bénéficier des aides qu'on va pouvoir nous utiliser et qui vont pouvoir être formalisées par le groupement d'employeurs. Voilà comment ça fonctionne. Alors l'avantage pour le salarié, c'est qu'il est sur un emploi qui est stable et qui est pérenne, hein, parce que comme je le disais tout à l'heure, l'avantage des groupements d'employeurs, c'est la logique de partage, donc on peut plus facilement viser le plein emploi. Voilà. Par rapport à des logiques, on le verra tout à l'heure, de saisonnalité, ou par rapport à des logiques aussi d'accroissement d'activités récurrentes, voilà, ou de compétences différentes, donc de multi-compétences. Donc ça, c'est l'intérêt. On est dans un cadre qui est conventionnel, hein, donc voilà, on est sur des emplois qui sont cadrés. Voilà. On a pour le salarié qu'un seul employeur et un seul bulletin de salaire, malgré qu'il intervienne sur une ou plusieurs structures. Voilà. Il y a une couverture RC, responsabilité, qui est proposée aux salariés. On propose évidemment, mais ça c'est le cadre obligatoire de tout employeur, une mutuelle. Et puis, ça peut être aussi un intérêt pour le salarié d'avoir de multiples expériences voilà, partagées sur les différents adhérents sur lesquels il intervient. Et puis surtout, ce qui paraît très important, et je le disais tout à l'heure en préambule, quand on est sur des questions de professionnalisation, on intègre certes la question de l'emploi, mais aussi la question de la formation. Donc, c'est de pouvoir lui ouvrir la possibilité de s'engager dans des parcours de formation sécurisés qui vont lui permettre de répondre au mieux au secteur, aux besoins du secteur en termes de compétences. Donc, c'est nous qui allons faire le travail et ça va permettre aux salariés de s'engager régulièrement sur des parcours de formation. Donc, ça, c'est les avantages du côté du salarié. Si on reprend l'avantage de passer par un groupement d'employeurs pour des adhérents ou pour un adhérent, c'est l'allègement total des obligations administratives liées à l'emploi, parce que vous l'avez compris, le groupement d'employeurs, c'est l'employeur, c'est lui qui assume tout le cadre administratif lié à l'emploi, et vous verrez qu'ils sont assez nombreux et c'est assez fastidieux. C'est un accompagnement avant, pendant et après la création de l'emploi. Le groupement d'employeurs peut être mis en amont du projet d'emploi. Voilà, réfléchir avec l'adhérent sur quel type d'emploi, quel type de mission, quel type de profil, avec quels moyens économiques aussi, quels moyens mobilisables sur cet emploi-là. Voilà, ça c'est le groupement d'employeurs peut apporter ce soutien-là. Donc une étude du besoin et définition du profil, adaptation du projet de l'emploi selon les moyens et les aides mobilisables, hein, on peut être sur ces éléments-là. Et puis proposition de simulation financière, hein, c'est d'essayer de voir comment économiquement le poste est viable. Accompagnement sur le positionnement du poste au sein de la structure, hein, donc le groupement d'employeurs va vérifier que l'adaptation au poste de travail auprès des adhérents se fait normalement, que les conditions sont correctes et qu'elles sont bien en adéquation avec le profil de poste établi. Et puis après, comme je le disais aussi, on va accompagner l'adhérent aux évolutions du parcours professionnel
puisqu'on va suivre quotidiennement le salarié et voir quelles sont ses carences pour qu'il soit plus au fait de la fiche de poste qui lui est proposée. Voilà. Alors, quand je parlais la logique de passer par un groupement d'employeurs, c'est aussi une manière d'externaliser donc ces emplois et donc de se soulager des obligations administratives d'un employeur, hein, que vous découvrez et qui sont quand même assez importantes, hein. Il faut passer par une déclaration unique d'embauche, il faut rédiger un contrat de travail. Après, tous les mois, il faut éditer des bulletins de paye, souscrire à une mutuelle, souscrire à la médecine du travail aussi, hein, qui est des fois aussi un peu compliqué, souscrire à une retraite complémentaire. Voilà. Il faut aussi être adhérent d'un OPCO, un opérateur de compétences, puisque si on s'inscrit dans une logique de parcours, il faut aller mobiliser les fonds pour ça. Et c'est les OPCO qui prennent en charge le secteur de la formation. Voilà, les demandes éventuellement d'aide sur les emplois, ça on est capable de le faire. On a une veille quotidienne qui nous actualise tous les dispositifs d'aide à l'emploi, donc ça peut être une valeur rajoutée en passant par le groupement d'employeurs. Et puis après, ben, on assure le suivi social au quotidien du salarié, hein, ses déclarations d'heures, ses absences, voilà. Et on fournit comptablement la DSN, hein, déclaration sociale euh, annuelle aussi, hein, on le fait mensuellement, mais on le fait de manière annuelle, voilà, au service de comptabilité, pour faciliter un petit peu la gestion de l'opérateur sur ses aspects comptables. Et puis après, bah, si toutefois il y a un souci auprès du salarié auprès de l'opérateur, de l'adhérent, pardon, et ben, en tant qu'employeur, c'est nous qui sommes présents pour éventuellement mettre en place une procédure disciplinaire et d'envisager éventuellement une séparation avec le salarié, puisque en tant qu'employeur, c'est nous qui devrons assumer ce rôle-là. Donc voilà un petit peu le cadre d'action. Alors les solutions du groupement d'employeurs, comme on le disait, c'est externaliser donc ces recrutements, maintenir pour un adhérent ses effectifs en ETP, hein. Ça c'est important, hein, parce qu'on sait qu'il y a des opérateurs qui ne veulent pas dépasser les 10 ETP ou les 20 ETP parce que ça a une incidence directe sur leur taux de charge. Donc en passant par un GE, ils externalisent donc les effectifs qui leur sont mis à disposition ne rentrent pas dans leurs effectifs à eux. Donc ça leur permet de garder des effectifs au sein de leur structure, hein, donc ça c'est important. C'est de les soulager sur le service RH aussi, hein. On sait qu'il y a des opérateurs touristiques qui n'ont pas de service RH, qui passent généralement par leur comptable, et c'est des fois un petit peu fastidieux, voilà, parce que les comptables, bon, voilà, font du social, mais ne le font pas comme un opérateur dédié à cette question-là. Ça permet aussi de calibrer ses recrutements à ses besoins, hein, quand on est sur des emplois à temps partiel et qu'on souhaite avoir des salariés qui se fidélisent, c'est jamais évident. Parce que vous parliez de turnover tout à l'heure, mais ce qui fait le turnover, c'est parce qu'à un moment donné, bah, les salariés, ils ont besoin de vivre sur des emplois à temps plein, et quand on leur propose du temps partiel, ou par la saisonnalité, par exemple, ou par l'accroissement récurrent ou lié aux intersaisons, eh ben, on a du mal à les garder, ces salariés. Donc, quand on leur propose la formule groupement d'employeurs et qu'on va leur chercher un complément d'heure sur un autre opérateur, sur un autre adhérent, eh ben, c'est plus facile de les fidéliser. Et puis, c'est plus facile de les accompagner aussi sur des parcours de formation. Donc, de leur rendre, j'ai envie de dire, la tâche plus facile dans les missions qui leur sont confiées. Donc, ça permet vraiment de les garder. Donc, voilà. Et puis, ça permet à l'adhérent de calibrer mieux par rapport à son besoin et de ne pas être obligé d'embaucher du personnel à temps plein alors qu'il en a besoin qu'un certain temps dans l'année. Voilà, donc fidéliser, je l'ai dit, sur chaque saison, éviter les turnovers, engager des parcours de formation pour toujours envisager la montée en compétences, hein, parce que dans le secteur touristique, on a besoin de plus en plus d'avoir des salariés qui soient vraiment en montée en compétences, parce qu'on a une clientèle de plus en plus exigeante. Donc voilà, s'adapter aux besoins, mobiliser tout type de contrat. Ça, c'est la force du groupement d'employeurs aussi. On est capable de faire du CDI, on est capable de faire du CDD, on est capable de faire du temps partiel, du temps plein. Voilà. On est capable aussi de proposer des contrats en alternance, hein. L'alternance, c'est quand même un outil quand même très important, très intéressant. Et quand je parle d'alternance, je parle des contrats de professionnalisation pour les plus de 30 ans. Et je parle également des contrats d'apprentissage pour les moins de 30 ans. Donc ça, c'est quand même aussi un intérêt très important
de passer par un groupement d'employeurs, puisque nous, on fait régulièrement ce type de contrat, notamment en alternance, pour des opérateurs touristiques qui cherchent à former dans tous ces secteurs. Alors, quand on parle du tourisme, c'est quand même assez transversal, hein. C'est le secteur de l'hébergement, c'est le secteur de la restauration, c'est le secteur de l'animation, c'est le secteur de l'entretien, des espaces verts, l'entretien technique, voilà. C'est dans le secteur du tourisme, euh, notamment sur les saisons d'hiver, des opérateurs pour les stations de ski. Enfin voilà, c'est toutes ces compétences-là et tous ces contrats-là qu'on peut proposer de manière, enfin liée avec tout ce type de contrat. Donc voilà, alors les recrutements peuvent être envisagés sur le principe de la mutualisation. Alors nous, on est beaucoup là-dessus, hein, c'est ce qu'on vend, hein, c'est la valeur ajoutée du groupement d'employeurs, c'est d'envisager l'emploi de manière partagée. Alors c'est pas une obligation, hein. On peut embaucher sur du temps plein, ça c'est pas un souci pour un seul adhérent, mais l'intérêt pour moi, c'est la notion de mutualisation. Qu'est-ce qu'on entend par mutualisation? C'est la mutualisation qui est liée par rapport à la multicompétence. C'est par exemple l'agent d'entretien qui va être sur l'adhérent A partagé pour travailler principalement sur les espaces verts. Et puis quand il va être mis à disposition sur l'adhérent B, il va être principalement en tant qu'agent d'entretien technique. Voilà, pour travailler sur du bâtiment, pour travailler sur des problèmes oui, liés au bâtiment, à l'entretien, par exemple de mécanique, ce genre de choses. Ça peut être par exemple une autre forme de mutualisation sur de la multicompétence, c'est l'agent d'accueil qui va être sur cette mission-là auprès de l'adhérent A et qui demain, qui après sur l'adhérent B va être agent de service en salle de restauration par exemple. C'est ce genre de mutualisation qu'on peut envisager sur des notions de multicompétence. Autre exemple, sur des profils de compétences uniques, hein, quelqu'un qui n'aurait qu'une seule compétence, il peut être mutualisé sur des logiques de saisonnalité. Il est mis à disposition de l'adhérent B comme agent d'entretien pour s'occuper de l'hébergement, les espaces verts, la restauration. Voilà, agent d'accueil de manière générale. Voilà, et puis voilà, il peut aussi, en période d'hiver, être mis à disposition sur des notions plutôt d'animation sportive, voire culturelle. Donc ça, c'est tout à fait possible d'être sur ces logiques-là, quoi, de saisonnalité. Donc là, on s'adresse à des personnes qui ont une seule compétence et qui vont se balader sur cette compétence-là d'une saison à une autre. Donc ça, c'est cette notion de mutualisation qui est mise en avant et qui est possible au sein d'un groupement d'employeurs, puisqu'il n'y a que le groupement d'employeurs qui a cette capacité à pouvoir partager du personnel. Et capacité légale, hein, j'entends. Donc voilà quelques exemples. Alors nous, on a quelques exemples hein, de recrutement qu'on réalise pour des opérateurs touristiques. Alors, ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'on accompagne aussi au recrutement. Vous le disiez tout à l'heure, la difficulté principale des opérateurs dans le secteur du tourisme, c'est pas d'éditer des offres, mais c'est de trouver des candidats. Ça, on sait que c'est une vraie difficulté, et puis ça ne concerne pas que le secteur du tourisme, hein, ça concerne tous les secteurs. C'est pour ça qu'on a choisi, nous, au sein du groupe PSL, de développer un service de sourcing dédié à la recherche de candidats, en priorité aux adhérents qui utilisent notre service groupement d'employeurs, mais pas que. Donc aujourd'hui, on a des offres qu'on édite à travers une plateforme qui s'appelle Prêt pour l'emploi, et ça nous permet de donner de la visibilité à cette offre-là à travers cette plateforme qui s'appelle Prêt pour l'emploi, plateforme qui est reliée par des job boards à France Travail, aux missions locales, mais qui est reliée aussi à des réseaux comme Indeed ou LinkedIn. Et ça nous permet vraiment de donner de la lisibilité à toutes nos offres et de pouvoir recenser un maximum de candidats. Et le travail qu'on fournit, c'est aussi de faire un tri par rapport à ces candidats. Vous le disiez tout à l'heure, quand on a la chance d'avoir plusieurs candidats, eh ben, c'est du luxe de pouvoir essayer de trouver le meilleur de tous ces candidats. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Et à partir de là, nous, on fait ce travail-là de tri, de manière à proposer à nos adhérents les candidats qui nous semblent les plus conformes à l'offre qu'ils ont éditée à travers nous. Et une fois qu'ils ont choisi leur candidat, hein, parce qu'on laisse toujours
les opérateurs choisir les candidats qu'on leur propose, de pouvoir voilà, après les intégrer et les positionner sur l'offre qu'ils nous ont proposée. Et souvent, ça passe par nos groupements d'employeurs. Donc, on est sur des offres multiples et variées, hein. On recrute des chargés touristiques, on recrute des agents d'accueil, on recrute des cuistots, des commis de cuisine, des agents d'entretien, des animateurs culturels ou sportifs, quand on est dans le secteur du tourisme sportif, par exemple. Voilà, des gens diplômés qui ont la capacité à faire. Récemment, on a recruté des éducateurs sportifs qui étaient positionnés dans des clubs et qu'on mobilise en période estivale auprès d'opérateurs touristiques pour que ces gens-là puissent voilà, compléter leurs heures au sein des clubs et viser le plein emploi. Voilà, donc ils ont 2 saisons, une saison sportive qui démarre au mois de septembre, qui se termine au mois de juin, enfin on va dire début juin, et puis après ils se retrouvent entre juin et fin septembre sur des opérateurs touristiques pour encadrer des activités sportives. Voilà. Ça, c'est un exemple dans le champ du sport, par exemple. Donc voilà, alors le process sur la notion de sourcing, c'est qu'on dépose les offres, on trie les candidats, on organise les entretiens, et puis après, on fait la mise à disposition, comme vous pouvez le voir sur cette offre de sourcing, qui nous a semblé quand même hyper importante, parce que la solution de portage des emplois, elle doit passer par un bon sourcing, elle doit passer par une connaissance des offres, voilà, et puis un recensement des candidats qui vont répondre au mieux à ces offres. Donc voilà, donc nous, on a associé comment devenir donc adhérent d'un groupement d'employeurs, c'est déjà de bénéficier d'une offre de sourcing pour envisager une mise à disposition. Donc on a une offre de sourcing qui est payante. Voilà, vous avez les tarifs devant vous, hein. Quand on est sur des postes d'employés, donc on est à 250 € TTC. Si on est sur des postes en tension, avec un peu de responsabilité, on est sur du sourcing à 500 €. Puis quand on est sur des postes de responsable, cadre, dirigeant au sein d'une structure touristique, on va être plutôt à 1500 TTC. Donc voilà, donc on fait le tri. Avant d'envoyer les candidats, on envoie une facture une facture voilà, de 50%. Et une fois que la candidature est validée, parmi les candidats qu'on a proposés, on envoie une facture de solde. Mais ce qui est très important à comprendre, c'est que dans notre offre, si toutefois le positionnement se fait sur notre groupement d'employeurs, si c'est nous qui devenons l'employeur de la personne qui a été sourcée, on va rétrocéder 80% de l'investissement qui a été fait sur le sourcing. Et on va faire cette rétrocession sur les premières factures de mise à disposition. Donc, grosso modo, si le sourcing se fait dans une logique de portage via nos groupements d'employeurs, eh ben, vous retrouvez votre investissement par le portage. Voilà, et puis après, on fait la mise à disposition, hein, comme vous pouvez le voir, je l'espère. J'en suis pas sûr. Est-ce que la visio ne vous empêche pas de voir un bout de la diapo? C'est tout bon. Non, c'est tout je bon pour crois vous? pas. Ok. Ouais, Non, ok, c'est bon pas pour vous. tout. Donc voilà, donc vous pouvez voir que sur la mise à disposition, on est à 240 € mensuels. Voilà, qui est proposé, c'est les tarifs qu'on pratique aujourd'hui. Voilà, donc c'est une formule qui est plutôt intéressante parce qu'encore une fois, je le redis, le besoin de recruter, c'est une chose, mais la capacité à pouvoir mobiliser des candidats, c'en est une autre. Donc c'est pour ça que pour nous, la notion de sourcing, elle est hyper importante et elle est intégrée dans l'offre de portage qu'on propose à nos adhérents. Donc voilà, moi j'en ai terminé sur la présentation. Ce que je peux vous proposer à partir de là, c'est d'échanger sur les questions, si toutefois vous en avez, mais j'imagine que vous en avez, pour qu'on puisse compléter l'intervention du jour sur la présentation que je vous ai faite, à la fois sur l'intérêt des groupements d'employeurs et en même temps sur l'offre qu'est la nôtre au sein du dispositif Prêt pour l'emploi, qui regroupe donc une offre de sourcing et une offre de portage par rapport à notre groupement d'employeurs dédié au secteur du sport, de l'animation et des loisirs et du secteur touristique. Voilà, la parole est à vous. Je ne sais pas qui veut intervenir.
Alors, moi, je dois avoir des petites difficultés de connexion actuellement, mais je vous entends, je ne vous vois plus, mais je vous entends. Catherine Buatier, moi j'avais une question au début de votre présentation. Vous avez évoqué 7 structures différentes, ou je me trompe? Alors nous, on a plusieurs groupements d'employeurs, on a 7 groupements d'employeurs. D'accord, c'est ça, 7 groupements Voilà. d'employeurs. On a OK. 7 groupements Et d'employeurs, on en a qui pourquoi sont avoir dédiés au fait le secteur choix marque. de 7 groupements, en fait? Alors, c'est par rapport à des choix liés à la fiscalité. On a des groupements d'employeurs qui sont dédiés au secteur économique, donc au secteur qui est fiscalisé. D'accord? Ça peut être le cas du secteur touristique. Et on a des groupements d'employeurs qui sont dédiés au secteur non fiscalisé. C'est pour D'accord, ça qu'on a fait le choix. Et puis, c'est aussi des choix par rapport aux conventions collectives qu'on utilise, puisque l'idée, c'est quand même d'avoir des conventions qui soient au plus près des obligations des emplois qu'on propose, hein, d'un point de vue purement social. Donc, par exemple, dans les 7 groupements d'employeurs que j'évoque, on a un groupement d'employeurs qui est dédié au secteur de la santé, par exemple. Et donc là, on a une convention collective qui est bien conforme à ce secteur-là. C'est pour ça qu'on a plusieurs groupements d'employeurs. d'accord. Bah, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bah oui, aujourd'hui, vous avez du coup combien de salariés en gestion? Alors, sur l'ensemble de nos groupements d'employeurs, aujourd'hui, on gère un peu plus de 400 salariés, on va dire, ce qui représente un peu plus de 300 équivalents temps plein. D'accord, De manière consolidée, si on reprend l'ensemble de nos activités sur nos GE, on fait un peu plus de 5000, on fait entre 500 et 600 000 heures de mise à disposition. Et le secteur touristique aujourd'hui représente 36 000 heures de mise à disposition. Et on est principalement sur des adhérents type collectivité, donc ce qu'on appelle les EPCI, qui ont souvent la compétence office de tourisme, voilà, mais pas que, qui nous sollicitent de manière ponctuelle, on va dire, sur des saisons, mmh, quand ils ont besoin d'un accroissement d'activité, quand ils sont sur un accroissement d'activité, qu'ils ont besoin de renforcer leur personnel, ils sollicitent le groupement d'employeurs. Et on a alors, également des opérateurs touristiques mmh, classiques qui vont nous solliciter sur des compétences restauration, hébergement, agent technique, mais aussi dans le secteur de l'animation. Euh, on a par exemple un opérateur qui fait partie du groupe PSL qui s'appelle Wok à Loisirs, qui est dans le tourisme sportif, où là, on va utiliser nos groupements d'employeurs pour sortir des salariés qui sont déjà dans le groupement d'employeurs mis à disposition de clubs et qu'on va extraire sur une période donnée, notamment la période estivale, pour qu'ils interviennent auprès des activités proposées par Wok à Loisirs, qui est un opérateur touristique qui dépend du groupe PSL. Donc, on a d'accord, ce genre de poste aussi. OK. Hem Et du coup, j'ai sur les 500 à 6 000 heures de mise à disposition, le tourisme représente combien à peu près? 36 000 heures. 36 000 heures. Ouais. On sent qu'il y a, à mon avis, encore des choses à développer, des choses à proposer dans ce secteur. C'est pour ça que voilà, on a tendance à envisager de promouvoir l'outil groupement d'employeurs dans le secteur du tourisme, parce qu'à mon avis, il n'est pas suffisamment utilisé Mmh. par rapport à l'intérêt qu'il pourrait avoir dans des logiques, encore une fois, de saisonnalité, d'accroissement d'activités récurrentes ou de multicompétences, comme vous avez pu le comprendre, dans ces logiques de partage. Effectivement et et du coup, moi j'ai pas noté, ça allait trop vite pour moi, excusez-moi, Ah, le pas de nombre de souci. salariés. Moi j'ai 700, je sais plus au Non, total. on est entre 400 400. et 500 salariés. D'accord, Donc voilà. Et quand on ramène tout ça en équivalent temps plein, on est un peu plus de 300 équivalents temps plein sur l'ensemble de nos 7 GE. d'accord. Et le secteur qui est le plus représenté dans notre secteur d'activité à nous, hein, puisque on a démarré par ça il y a plus de 30 ans, c'est plutôt le secteur de l'animation et des loisirs et le secteur du sport. D'accord.
qu'aujourd'hui, on fait de la mutualisation. Par exemple, je vais vous donner un exemple. On partage des animateurs qui vont intervenir entre l'école et après l'école dans le cadre de ce qu'on appelle le périscolaire et qui vont intervenir en période extrascolaire. Donc là, c'est pendant les vacances avec un autre opérateur. Donc on a en face de nous un adhérent type collectivité sur le périscolaire et le même salarié il va être mis à disposition auprès d'un adhérent type opérateur de vacances et de loisirs, type Franca, famille rurale, etc. Et l'animateur, il va se partager entre ces deux structures avec des interventions en périscolaire entre l'école après l'école ou avant l'école et pendant les vacances avec l'opérateur de loisirs. Voilà, c'est la logique de partage et c'est tout l'intérêt de passer par le groupement d'employeurs. C'est principalement ce genre de poste qu'on porte au sein de nos GE. Et du coup, sur ces 400 à 500 salariés, est-ce que vous sauriez dire l'ancienneté de présence dans vos groupements? Est-ce que, voilà, sur 400, vous avez 20-30% de salariés qui sont chez vous depuis X années? Enfin, je ne sais pas si vous regardez ces Si, si, choses-là. oui, Mm. si, on est très, on est à l'affût de ça. Donc, si vous voulez, nous, on a des salariés qui sont chez nous depuis plus de 30, depuis le début, hein, qui sont sur des emplois partagés, principalement dans le champ du sport et de l'animation, on va dire. Et pour les autres, c'est plutôt des gens qui vont rester chez nous sur des périodes qui vont être liées à un parcours de formation D'accord, sécurisé. Voilà, qui vont bénéficier de la mise à disposition, donc de la notion de partage, hein, donc de l'expérience partagée, on va dire, en fonction des adhérents sur lesquels ils sont mis à disposition, et qui vont rester le temps de leur parcours de formation pour après soit être salariés directement d'un des adhérents qui aura utilisé ces services sur un certain temps. Donc, d'accord, en gros, j'ai envie de dire, ils n'ont pas vocation forcément à rester de manière pérenne salariés du groupement d'employeurs. d'accord, ok, Mais c'est possible qu'ils le soient selon oui, la volonté des adhérents, j'ai envie de dire, et selon la volonté des salariés. Donc, on va être à peu près sur du 40-60, hein, 40% qui restent oui. en emploi pérenne au sein des groupements d'employeurs et qui ont entre 20 et 30 ans d'ancienneté, et puis 60% qui vont passer un certain temps avec nous avant de prendre leur envol et d'être embauchés en direct d'un employeur qu'ils auront trouvé entre-temps, quoi. D'accord. Autre question sur la formation. Vous n'êtes pas GEC, mais du coup, vous proposez quand même Si, des parcours de formation. alors, si nous, on est GEC, hein, dans les Ah, vous sept êtes groupements GEC, d'employeurs, GE, mais dans GEC, les oui, 7 ok. groupements d'employeurs que j'ai évoqués, on a 2 GEC, D'accord, principalement ok. dédiés au secteur du sport et de l'animation. On en a un qui est dans le secteur marchand et un qui est dans le secteur non marchand. Donc, nous, la formation, de toute façon, quand on est dans une logique de mutualisation et de montée en compétences, on est forcément dans des logiques de formation. C'est pour ça que j'ai introduit mes propos en disant que nous, notre action, elle est autour de la professionnalisation. Et quand on parle de professionnalisation au sein du groupe PSL, dans le dispositif Prêt pour l'emploi, on intègre la question de l'emploi et de la formation. C'est de manière systématique. Parce qu'il y a aussi un cadre réglementaire. On est beaucoup dans des activités réglementées. Quand on est dans le champ du sport, de l'animation, des loisirs, on a l'obligation du diplôme. Mm. Donc c'est une obligation. Nous, on a toujours été dans ce secteur-là et notre ADN, ça a toujours été d'envisager des parcours de formation auprès de nos salariés mis à disposition parce qu'on sait qu'il va y avoir besoin d'une montée en compétences, il va y avoir besoin de la multi-compétence aussi, hein, d'avoir la capacité de pouvoir intervenir dans plusieurs champs d'action. Quand on est sur des emplois partiels au départ, à temps partiel, et qu'on envisage le plein emploi. Donc ça passe par des parcours de formation. Donc on le laisse systématiquement, que ce soit GEC ou pas GEC, la notion de groupement d'employeurs s'accompagne de la notion d'emploi, de formation. Ce n'est pas une obligation, mais en tout cas, nous, on l'intègre d'entrée de jeu. D'accord. Et du coup,
Vous êtes combien à Profession Sport Loisirs Alors, sur le de salariés? back-office, en tant que salarié chargé des différents services que l'on développe au sein du groupe PSL, alors, il faut savoir qu'on est également organisme de formation, donc on est CFA du sport, donc on a entre 120 et 140 stagiaires tous les ans en formation chez nous. Voilà, on est également opérateur touristique, ça vous l'avez bien compris, autour de l'enseigne Waka Loisirs. On est en charge, et ça c'est le cœur de notre action, sur les questions de professionnalisation avec nos 7 groupements d'employeurs. Et puis on est aussi très impliqué dans le champ de l'action et de l'éducation, et on intervient beaucoup dans le cadre des politiques de la ville, et puis aussi dans tout ce qui est lié à la notion de médiation. Donc pour faire tourner tout ce dispositif-là au sein du groupe PSL, on est à peu près 45 permanents, répartis en 4 directions. Donc il y a la direction support, classique, qu'on retrouve dans toutes les structures, pour régler les problèmes de compta, etc., de communication, etc., etc. Et puis après, on a 3 directions. Direction formation, avec le CFA du sport, une direction emploi que je dirige au sein du groupe PSL, voilà, avec nos groupements d'employeurs, et puis une direction action-éducation, tout ce qui rentre dans le cadre des actions politiques de la ville et médiation. Donc on est 4 directions au total. Et dans ma direction, on est 6 permanents. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors moi j'en ai une à vous poser par rapport à la présentation. Est-ce que ça vous semble pertinent de promouvoir l'intérêt du groupement d'employeurs auprès d'opérateurs touristiques, par exemple, par rapport à ce que vous avez pu comprendre de la présentation que je vous ai faite aujourd'hui? Je vais me permettre de prendre la parole. Oui, De fait, merci pour la clarté des propos. Moi, je trouve en tout cas complètement pertinent cette possibilité que vous proposez, et j'aimerais savoir si, dans un premier temps, cette présentation que vous nous avez faite, vous pouvez nous la transmettre pour que moi, je puisse la oui, diffuser bien sûr, aux 10 volontiers. structures que j'avais d'ailleurs sollicitées. Et donc, je crois que Valérie Druget, qui doit m'entendre, a peut-être une information par mon intermédiaire. C'est peut-être ça, Oui, Valérie? oui, oui, bien sûr, oui. Ouais. Oui, oui, Donc, merci. merci d'être là. Et donc, je voudrais pouvoir la relayer de fait donc, aux autres qui ne sont pas présents aujourd'hui. J'avais quelques questions à vous poser. La première, on a donc différents statuts au sein des offices de tourisme, soit certains sous le statut associatif type loi 1901, d'autres, comme vous le disiez, donc sous le couvert d'un EPCI dont la compétence tourisme est portée par le PCI. Est-ce qu'un employé peut bénéficier de votre prestation en étant à la fois partagé sur une structure associative droit privé et également sur une structure droit public? Ou est-ce que, pour faire simple, est-ce que le salarié pourrait travailler 3 heures par semaine à l'office de tourisme de Loulisson, qui est un EPIC, et travailler 10 heures par semaine à l'Office de tourisme de Besançon, qui est une association? C'est pas le même droit, c'est pas Oui, les mêmes. oui, oui, alors déjà, fiscalement, c'est tout à fait possible, parce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des groupements d'employeurs qui sont hybrides, qui permettent d'embaucher une personne pour à la fois la mettre à disposition d'une structure fiscalisée et d'une structure non fiscalisée. Ça, c'est tout à fait possible, donc l'exemple d'une structure touristique qui serait assujettée à TVA, et puis d'une collectivité qui ne l'est pas, on pourrait envisager le partage sans aucun problème. Donc ça, c'est la première réponse. Et puis après, concernant le statut social qu'on va offrir aux salariés, ce sera toujours le statut social le plus haut en termes d'avantages. Donc s'il y en a un qui a plus d'avantages sociaux que l'autre, nous, dans la convention collective et dans le traitement qu'on va proposer aux salariés, ce sera toujours celui qui propose le plus haut et qu'on va harmoniser d'une manière globale. Donc ça, c'est tout à fait possible de s'adapter par rapport à ça. Donc il n'y a pas d'incompatibilité d'avoir un salarié mis à disposition d'une collectivité voilà, qui proposerait des avantages, plus que d'une autre structure qui proposerait moins d'avantages par rapport à sa convention collective. Donc nous, on va s'adapter toujours au plus haut. Ok, autre question, merci. Par rapport donc à l'employeur, s'il donc il contracte avec vous donc une prestation, est-ce que la contractualisation elle est sur une durée précise, c'est-à-dire qu'il y a un engagement de la part
un engagement de part et d'autre sur une durée d'1 an au minimum, de 2 ans. Est-ce que la contractualisation impose une temporalité? Oui, nous, quand on passe une convention de mise à disposition auprès d'un adhérent, elle a toujours une durée dans le temps. Donc, elle va être calée à la durée du contrat qu'on va proposer au salarié. Si on part sur un CDD d'1 an pour un salarié, on va proposer une convention de mise à disposition d'une durée d'1 an. Pour autant, le salarié, lui, il a donc effectivement un contrat en CDD d'1 an. Donc voilà, on va poursuivre avec lui pendant 1 an. Par contre, au niveau de l'adhérent, il y a toujours possibilité qu'il puisse anticiper une rupture de mise à disposition et qu'il puisse le faire de manière anticipée. Il aura une seule chose, c'est ce qu'on appelle un préavis de 3 mois. Donc, prenons le cas d'un adhérent qui nous sollicite pour une durée d'1 an, initialement. Si au bout de 3 mois, il se dit, bah, moi, vraiment, tout compte fait, ça ne le fait pas, ça ne marche pas, voilà, eh ben, il peut nous le faire savoir. Et à partir de là, on va activer un préavis de 3 mois pour essayer, pour nous, de trouver une solution de repli pour le salarié avec qui on a contractualisé un contrat d'1 an. Donc voilà, donc ça veut dire qu'on peut toujours, pour un adhérent, rompre par anticipation, mais avec une obligation de préavis de 3 mois. Parce que ce qui nous intéresse, nous, principalement, ça je le dis souvent, parce que c'est la réalité, nous, ce qui nous intéresse, c'est le devenir du salarié. On se préoccupe de savoir. Alors, ça peut ne pas matcher avec l'adhérent, hein, ça arrive, hein, je veux dire, voilà. On est tous confrontés, tout employeur est confronté à ce genre de choses. Mais nous, on veut se laisser la latitude quand même pour trouver une solution de repli au salarié et lui trouver éventuellement un autre adhérent qui pourrait prendre le relais par rapport au contrat qu'on lui a proposé. Ok, merci. Autre question concernant les candidats. Là, dans mon entourage proche, j'ai une personne voilà, qui est en recherche et je pense que ce que vous proposez pourrait correspondre. C'est à vous directement qu'on envoie un candidat qu'on pressent ou quelle est la marche à suivre? La meilleure démarche, c'est qu'elle nous contacte, nous, la personne, en direct, hein, le groupe Ouais. PSM, hein, donc on va la diriger automatiquement vers moi, et moi, je vais l'envoyer directement après auprès de notre service de sourcing, voilà, Ouais. qui se matérialise par la mise en place d'une plateforme qui s'appelle Prêt pour l'emploi, et on va lui demander de faire une candidature spontanée, voilà, avec son pédigré, son CV, et puis à partir de là, elle va rentrer dans notre CV Tech, et quand on aura une offre qui correspondra à son profil, eh ben, on ne manquera pas de la solliciter pour répondre à cette offre. Et en même temps, elle aura automatiquement nos offres qui correspondent à son profil. Donc, elle aura aussi tout le loisir de pouvoir vérifier, enfin regarder, parcourir les offres qu'on propose, et puis d'y répondre ou de ne pas y répondre, d'y candidater ou pas de candidater. Ok. J'ai encore 2 questions. Allez-y. Typiquement, un salarié donc, qui est au sein de votre structure, il est, mettons, par exemple, 3 heures le matin à l'Office de tourisme Loup-Lison et 3 heures l'après-midi à l'Office de tourisme du Grand Besançon Métropole. En termes de prise en compte du temps de déplacement et des frais de déplacement, si par exemple, voilà, il quitte son poste à 12 heures à Ornans et qu'il faut qu'il soit à 13h30 auprès de Valérie Druget, comment ça s'articule? Parce que pour moi, je me mets à la place de questions vraiment pratiques pour celui qui vit la situation. Alors, le temps de déplacement, si on est sur... Alors, on distingue déjà le déplacement professionnel du déplacement classique, hein. Partir de chez soi le matin pour aller au travail, ce n'est pas un déplacement professionnel. Ouais, d'accord. Donc, ça ne fait pas l'objet de frais de déplacement et ça ne compte pas dans le temps de travail. OK. Par contre, quand on passe d'un adhérent A à un adhérent B dans une même matinée, là, on parle de déplacement professionnel. Donc, ça sous-entend des frais de déplacement si le salarié n'a pas de véhicule mis à sa disposition. Voilà. Et ça sous-entend aussi du temps de travail. OK. Voilà. Donc, c'est tout un calcul, toute une articulation qu'on doit nous mettre en place et qu'on a l'habitude de faire pour faire en sorte que le salarié, sur un déplacement professionnel, ne soit pas lésé ni en termes de charges par rapport aux frais de déplacement, ni en temps de travail. OK. Autre question concernant le contrat. Donc, quand le contrat se termine pour le salarié, en fait, il a été
salarié de votre structure, donc, et il n'a pas été salarié de l'entité pour laquelle il a travaillé. On est bien d'accord. Certificat de travail, Exactement, il c'est ne vous rentre qui le pas dans faites. ces effectifs-là. Exactement. D'accord. Ok. Et puis, concernant la dernière question que j'avais, qui vient de m'échapper, tiens, voilà, c'est le direct. Ça me reviendra. Voilà, je vais peut-être laisser la parole à Valérie. Merci. Merci. Après, vous avez répondu à mes questions aussi. J'avais à peu près les mêmes que Jérôme, évidemment. C'est voilà, le partage de salariés, effectivement, ça peut être très intéressant en saison quand on a besoin de personnes en plus pendant les congés aussi, parce que du coup, les personnes qui sont à l'accueil peuvent difficilement partir en juillet et août. Ce qui est aussi difficile à refuser quand on pose des congés. Du coup, oui, ça pourrait être intéressant pour nous d'avoir des salariés partagés comme ça sur ce mode-là. Alors, il ne faut pas qu'ils soient trop loin. C'est ça, si c'est, comme disait Jérôme, dans des demi-journées, s'ils passent déjà 2 heures sur la route pour venir, c'est pas terrible. Mais on va y réfléchir. Moi, je vais présenter ça à mes collègues et c'est vrai que ça peut entrer aussi dans notre mode de fonctionnement. Pour qu'on puisse offrir voilà, des horaires de travail aussi peut-être plus confortables pour les gens, parce qu'on travaille aussi les week-ends. Donc c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de recruter des jeunes pour leur dire vous allez travailler tous les samedis, dimanches, juillet, août. Ça peut les faire fuir, mais voilà, avec plus de personnel, ça permet d'être aussi plus souple. Et c'est, à mon avis, quelque chose de, voilà, contrairement à l'emploi par intérim, votre solution est moins précaire aussi, je trouve, et ça permet une réactivité aussi pour du personnel vraiment très ciblé, pour des organismes comme les nôtres. Ouais, tout à fait. Après, il y a un élément que vous avez évoqué sur la notion d'alternance, et notamment en direction des collectivités. Il y a une vraie valeur ajoutée, en tout cas, c'est ce que nous font remonter nos adhérents qui sont sur ce statut-là, c'est la notion de prise en charge des formations, hein. Nous, on a peut-être plus de facilité à mobiliser des fonds pour la prise en charge de la formation. Je pense par exemple à des apprentis, voilà, où il n'y a pas de delta à charge, hein. Généralement, l'OPCO qui prend en charge la formation, il la prend en charge dans sa totalité. Je crois que ce n'est pas forcément le cas au niveau du CNFPT qui prend en charge les formations au sein des collectivités. Donc ça, c'est un vrai avantage et ça ne vient pas impacter effectivement les enveloppes que peuvent utiliser les collectivités quand elles ont des parcours de formation à proposer à leurs salariés, puisque c'est nous, en tant qu'employeurs, qui mobilisons les fonds qui sont dédiés par le biais de notre OPCO. Donc ça, c'est aussi un vrai avantage. Voilà. Et sur l'apprentissage, on applique les mêmes principes de contrat et de salaire, hein, puisque vous savez que c'est des salaires conventionnels, hein, qui sont définis en fonction de l'âge, hein, moins de 21 ans, plus de 21 ans, plus de 26, plus de 25 ans. Donc voilà, on est sur le même cadre de fonctionnement. Le seul désavantage, c'est que la collectivité ne peut pas percevoir l'aide de l'État sur les apprentis. Voilà, mais bon, ça, je pense que quand une collectivité embauche un apprenti en direct, elle fait fi de cette aide-là, puisqu'elle n'en dispose pas. Donc là, ça sera pareil avec nous. Si elle passe par nous, nous, groupement d'employeurs, on pourra en bénéficier, mais ce ne sera pas le cas de la collectivité. On n'aura pas la possibilité de rétrocéder à la collectivité, puisque la loi ne le permet pas. Donc voilà, petite précision par rapport à cette notion d'alternance, qui est quand même un élément hyper important, parce que, encore une fois, nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est le parcours du salarié, c'est son devenir par rapport à son employabilité et par rapport au secteur qu'il a choisi, hein. Quand on est des gens qui s'inscrivent dans le secteur du tourisme, c'est parce que ils en connaissent effectivement les difficultés, les contraintes, etc. Mais c'est un choix. Et donc, nous, notre travail, c'est vraiment de les accompagner sur des parcours de formation. C'est pour ça que je crois que là, pour nous, la formation, c'est essentiel pour sécuriser un petit peu leur niveau de compétence, leur capacité à pouvoir répondre aux besoins de ce secteur-là, et puis de pouvoir assurer la pérennité de mettre en place leur projet professionnel, surtout s'ils ont fait ce choix-là, quoi. Donc, la notion de formation, pour nous, elle est primordiale. C'est ce qui nous différencie un petit peu du secteur de l'intérim, qui vont répondre ponctuellement sur des
alors, c'est intéressant, hein, je veux dire, hein, je ne dénigre pas l'intérim, hein, mais nous, on n'est pas du tout dans les mêmes logiques, hein. Nous, on est plutôt sur des emplois qui vont s'inscrire à un moment donné dans des organigrammes. C'est pour ça que par rapport à la question sur la longévité de nos salariés au sein des groupes d'employeurs, pour certains, oui, puis pour d'autres, ben non, on n'est qu'un parcours, on n'est qu'un sas d'accompagnement, ça dure 3, 4 ans, et puis après, ben, les gens s'intègrent dans les entreprises qui les embauchent ou dans les structures qui les embauchent. Mais nous, on aura eu un vrai travail d'accompagnement sur notamment la formation, etc. Donc nous, voilà, on est vraiment resté dans cette logique-là, quoi. Et une autre question. Ah, ben, je me permets, voilà, ça m'est revenu par rapport à votre force que vous avez pour trouver des candidats. Aujourd'hui, en tout cas pour ce qui concerne les offices de tourisme, les principaux postes pour lesquels ça pêche, si je puis me permettre l'expression, c'est les postes d'accueil. Alors qu'il faut savoir que la mission première d'un office de tourisme, c'est l'accueil et l'information du public. Aujourd'hui, la majeure partie des offices de tourisme peinent à trouver des collaborateurs qui sont sur des missions d'accueil. Alors il faut rendre l'offre un peu plus sexy, si je puis dire, en disant, voilà, vous allez faire de la communication auprès des partenaires socio-professionnels et vous ferez 40% d'accueil. C'est comme ça que c'est vendu pour pouvoir un peu rendre l'offre plus attrayante. Bon, pour autant, ça ne fonctionne pas plus que ça, hein. Trouver des saisonniers aujourd'hui, c'est très compliqué. J'ai encore le cas d'office de tourisme avec qui j'étais en contact parce que le contact avec le public intéresse moins la jeune population qui est sur le marché de l'emploi. Et par ailleurs, donc, comme le Valérie Drugel le soulignait, c'est vrai que ces contraintes d'horaire, travailler le week-end, ça ne fait plus rêver non plus. Alors, quel élément différenciant vous avez par rapport à d'autres interlocuteurs qui pourraient être en accompagnement des offices de tourisme pour trouver des candidats qui veulent bien travailler dans le domaine de l'accueil et travailler le week-end ou travailler un peu tard le soir? Alors, nous, ce qui fait notre force, j'ai envie de dire, sur la partie sourcing, alors le sourcing, il faut quand même savoir que ça fera 2 ans en janvier 2025 qu'on a mis en place ce dispositif, qui est un dispositif à part entière et qui est en soutien de ce qu'on propose au sein des groupes d'employeurs au niveau de nos recrutements. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui fait notre force, c'est notre capacité un peu de chasseur de tête, j'ai envie de dire. Alors, effectivement, il faut que les offres soient un peu plus sexy et qu'elles attirent plus de monde. Mais notre travail, c'est pas uniquement de donner de la lisibilité à une offre, c'est aussi d'aller chercher des candidats. C'est ce que fait notre chargé de sourcing, hein, il fait ça tous les jours, hein, et il est relié à Indeed, le LinkedIn, etc. Il active ses réseaux et il fait le chasseur de tête, quoi. Donc il n'hésite pas à appeler les gens, il n'hésite pas à leur soumettre une offre d'emploi, à leur détailler l'offre d'emploi, à leur préciser certaines choses, hein, qui ne sont pas forcément lisibles comme ça d'entrée de jeu quand on lit une offre d'emploi. Voilà, donc il fait des opérations séduction, on participe à tous les forums, on est présent quasiment à tous les forums, voilà, pour essayer de alimenter régulièrement notre CVTech. Et puis il faut savoir que notre premier vivier de candidats, c'est notre vivier de salariés, hein. C'est des gens qui sont déjà chez nous, salariés chez nous, à temps partiel, qu'on connaît, qui nous connaissent, et à qui on propose en premier lieu les offres qu'on propose, notamment, vous parliez de saisonnalité, hein, mais quand on est sur des offres de 4, 5, 6 mois, sur une période donnée, on va déjà voir ceux qui peuvent répondre à cette offre-là en termes de temporalité, en termes de disponibilité, en termes de compétences, évidemment, euh, en premier lieu. Et l'avantage, c'est qu'on les connaît, ces gens-là. Ils sont déjà chez nous. Donc, on a facilité à les appeler, à leur proposer, à leur détailler l'offre, à essayer de trouver des solutions, hein. Ce n'est pas toujours évident, parce qu'il y a cette notion de distance aussi, hein. Il n'y a pas d'intérêt d'envoyer quelqu'un sur la région, du côté de Nevers ou de côté de Belfort. Ça serait quand même complètement ridicule, hein. L'idée, c'est pas de passer son temps dans une voiture. Donc voilà, donc on est capable de travailler, de faire du sur-mesure. Donc voilà, c'est ce qui fait vraiment notre valeur ajoutée. C'est cette notion vraiment de chercher les candidats qui conviennent le mieux à l'offre. C'est pour ça que quand on accompagne un adhérent ou un futur adhérent, on aime bien être en amont de la création du poste. Parce que ça nous permet vraiment de participer à cette création de poste et puis de bien la maîtriser pour essayer de trouver le meilleur candidat qui conviendra. Mais après, on n'est pas plus mieux loti que les autres, hein. Il faut chercher des candidats. On a nos référents sur France Travail, des gens qui travaillent au Pôle emploi, qui font un boulot extraordinaire. Vraiment, moi, je fais partie de ceux qui
revalorise le travail des conseillers du Pôle emploi, de France Travail, parce qu'il y a des gens qui sont très impliqués et qui nous aident fortement, voilà, à trouver des candidats. Pareil pour les missions locales. Il y a des conseillers dans les missions locales qui font un travail extraordinaire, et donc on les connaît, on travaille avec eux depuis très longtemps. Puis après, bah, on va sur les réseaux, comme je disais, Indeed, le LinkedIn, les forums, quoi. Donc voilà, après, on a aussi des difficultés, hein. Là, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on a un groupement d'employeurs dédié au secteur de la santé. C'est tout nouveau pour nous. Il a 2 ans, ce groupement d'employeurs. Il s'appelle le GEMASCO. On recrute des gens sous des profils qui ne sont pas des profils standards, hein. Un coordonnateur de santé qui va mettre en place des politiques publiques de santé dans un territoire, le profil, il est multiple, hein. Donc, on arrive à trouver quand même des candidats, à leur proposer ces postes, à les accompagner sur la prise de poste, à les former, et puis à faire en sorte que voilà, ils s'inscrivent dans ces nouveaux métiers qui vont devenir de plus en plus importants, hein, par rapport à cette question liée à la santé. Voilà, donc on fait ce travail-là. Alors des fois, on a 10 candidats, des fois on n'en a que 5. Puis dans les 5, ben, on en a 3 ou 2 qui ne conviennent pas. Et puis on se retrouve à 2. Voilà, donc voilà, mais on a ce service-là qui est un service à part entière. C'est pour ça qu'on le facture, parce que c'est un vrai travail, ça prend beaucoup de temps. C'est énergivore, voilà. Au début, on avait envisagé de ne pas le facturer, mais là, voilà, il faut qu'on mobilise beaucoup de moyens. On a cette plateforme-là que je peux vous partager très rapidement, hein, qui s'appelle Prêt pour l'emploi. Ça vous permettra de la visualiser et puis de vous permettre d'aller dessus. Tac, la voici. Alors, elle est où? Tuc, 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 tuc. Ah, mais normalement, elle est là. Elle est par là, pardon. Voilà, elle est là. Je vais l'ouvrir. Voilà, c'est cette plateforme-là, vous voyez, hein, vous avez les offres en fonction des secteurs. Alors, la région PACA, pourquoi? Parce que dans notre réseau, on est fédéré au niveau national et on a des structures identiques à la nôtre, hein, qui sont pendant de ce qu'on fait, nous, sur la Bourgogne-Franche-Comté, en région PACA, et puis sur le secteur de la Bourgogne, hein. Et puis, à partir de là, bah, vous avez toutes nos offres, hein, et quand on clique sur le Doubs, voilà, toute la déclinaison de toutes nos offres qui apparaissent. Alors, on peut soit répondre à l'offre, soit être en candidature spontanée, hein, voilà, pour les candidats. Et puis, on a une visibilité sur toutes nos offres, voilà, qu'on propose. Voilà, avec la possibilité de postuler directement. Voilà. Donc ça, c'est un outil aujourd'hui qui est sur le marché, hein, qui fonctionne très bien, qui est facilement accessible et qui permet facilement de pouvoir candidater ou répondre ou être sur une candidature spontanée. Et c'est ce qui nourrit notre CVTech, hein. Et on a un collègue qui est constamment sur cette plateforme-là et qui va rappeler les candidats pour en savoir un peu plus sur leur profil, savoir ce qu'ils recherchent réellement. Voilà. Donc voilà un petit peu comment s'organise notre offre. Merci. De sourcing. J'avais une question aussi sur les formations. Vous proposez quel type de formation en fonction d'une thématique? Enfin, comment ça s'opère, le champ de la formation? Alors, quand on est dans le champ du sport, de l'animation des loisirs, c'est relativement simple, puisque étant nous-mêmes organisme de formation, CFA du sport, donc là, on propose notre catalogue de formation. Voilà. Quand on est sur des emplois où, je vais vous donner par exemple l'exemple d'un agent d'accueil dans un office de tourisme qui aurait besoin de comprendre un petit peu les mécanismes du tourisme, le réseau, comment ça fonctionne, etc. Et bien là, on va aller chercher une offre, on va aller sur le marché, on va voir quelles sont les offres dans le secteur du tourisme qui sont proposées. Donc là, on s'adresse à un opérateur de formation autre et on va trouver la formation qui correspond bien le mieux aux besoins de l'agent qu'on va recruter dans le secteur touristique. Et puis on va mettre en relation l'OF, le salarié qu'on veut proposer en formation. Et puis, on va mobiliser les fonds qu'il faut pour prendre en charge cette formation-là. Donc, on va chercher un opérateur dans le coin, si possible, qui propose la formation qui nous intéresse. OK.
Il y en a des multiples, hein, je veux dire. Dans le secteur du tourisme, aujourd'hui, c'est pas compliqué de trouver un organisme qui va vous proposer une formation pour un agent d'accueil. Là, récemment, on a un agent d'entretien qu'on a envoyé à l'AFPA, qui a passé une certification électrique, notamment, parce qu'il intervient dans un camping, enfin dans plusieurs campings. Puis il fallait qu'il ait cette habilitation-là pour pouvoir intervenir sur le réseau électrique des campings, hein, qui sont des fois un peu vieillissants, on va dire. Donc voilà, donc on est allé chercher un opérateur de formation qui s'appelle l'AFPA, par exemple. D'accord. Et du coup, vous, en tant qu'organisme de formation, vous organisez à peu près combien de formations par an? Alors nous, on a un catalogue de formation qui est relativement fourni, hein. On fait beaucoup de BPGEPS, activités sport pour tous. On fait des BPGEPS, alors on est beaucoup dans le champ de l'animation. On travaille aussi dans le champ du sport. On fait tout ce qui est métier du fitness, par exemple, hein, musculation, cours collectif. Là, on vient de se lancer dans une formation pour le e-sport, qui est en vogue aujourd'hui, hein, donc la pratique, voilà, tout ce qui est les jeux, etc. Donc, on est aussi dans ces formations-là. On fait des formations aussi dans le secteur de l'animation, en lien avec les CMA, que vous connaissez certainement. Oui. Voilà, donc on est UFA pour eux, hein, unité de formation et d'apprentissage, parce qu'ils ne le sont pas, ils ne sont pas CFA, eux, donc ils passent par nous. Voilà, mais c'est eux qui dispensent les formations sous notre agrément à nous. Donc voilà, on est beaucoup sur le secteur de l'animation, comme je le disais, les animateurs périscolaires, extrascolaires, animateurs de centres d'accueil de mineurs, voilà, on fait ce genre de formation, principalement. Donc voilà, eh ben, écoutez, si le jeu des questions-réponses vous semble terminé, moi je vous propose que nous concluions là-dessus. Bah, En tout cas, écoutez, merci beaucoup. je vous renouvelle mes remerciements pour votre participation, en espérant que ça fasse écho auprès de vous, mais aussi auprès du réseau que vous animez au quotidien. Je vais vous envoyer à tous le support que je vous ai présenté. Voilà, parce qu'à la fin, vous aurez mes coordonnées. Si toutefois vous avez besoin de revenir vers moi sur la dernière diapo, vous avez vu, vous avez les coordonnées, donc vous pourrez éventuellement me solliciter. Voilà, et puis à partir de là, on reste à votre entière disposition pour aller plus loin, si besoin. Voilà. Si, une dernière question, vous agissez bien sur l'ensemble de la BFC. Vous avez... Oui. Oui, hein, d'accord. Oui. Et du coup, je me demandais, parce qu'on aurait dû avoir quelqu'un du PNR, des Ballons des Vosges, c'est ça? Quelque Oui. chose comme ça. Oui. Vous n'avez pas tous les PNR de la région comme clients? Non, 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 non. Non. Non, non, on aimerait bien, mais bon, c'est pas le cas aujourd'hui. Mais ouais, Ok. c'est possible, effectivement. D'accord. Sur les Vosges, on est aussi opérateur touristique. Nous, c'est nous qui gérons, dans le cadre d'une DSP, délégation de service public, le site de la planche des Belles-Filles, que vous connaissez certainement. La planche des Belles-Filles, hein, donc voilà, qui est un site merveilleux pour l'hiver, en station de ski l'hiver et puis en station estivale l'été, voilà, avec une restauration. Voilà. Donc on est proche des Vosges, on côtoie beaucoup les opérateurs qui sont sur ce secteur-là, notamment. Et avec qui on travaille de temps en temps et à qui on propose aussi nos services, notamment sur les groupements d'employeurs. D'accord. Ok. Ah ben, merci bien, en tout Voilà. cas, c'était Ben, très merci clair. à vous. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée et puis peut-être Bonne journée également. à bientôt. À Au revoir. bientôt. Au revoir. Bonne journée, merci. Au Bonne revoir. continuation. Au revoir. Merci Au à revoir. vous. Au revoir.